En 1989, les derniers chars soviétiques quittèrent l'Afghanistan, mettant fin à la guerre la plus meurtrière de Moscou depuis 1945. Au cours de la décennie précédente, plus de 15 000 soldats soviétiques ont péri, un bilan si lourd qu'il avait bouleversé la société. Ce n'est pas pour rien que certains analystes l'ont qualifié de Vietnam de l'URSS. 4 décennies plus tard, ces chiffres de pertes soviétiques en Afghanistan paraissent presque dérisoires. Aujourd'hui, plus de Russes meurent en Ukraine en un seul mois que pendant toute la guerre soviéto-afghane de 10 ans. Le taux de mortalité augmente, les drones FPV saturant le front et rendant l'évacuation des blessés presque impossible. Selon une récente évaluation du renseignement ukrainien, les forces de Moscou subissent désormais 2 morts pour chaque soldat blessé. Et si vous connaissez un peu la guerre, vous savez que c'est une inversion totale du rapport blessé à mort habituel sur les champs de bataille modernes. Malgré cette statistique stupéfiante, elle reste faible face aux récentes estimations du nombre total de morts russes. Bien que seul le Kremlin connaisse les chiffres exacts, il semble maintenant qu'à la fin de 2025, la Russie ait subi plus de 350 000 morts en Ukraine. Et je vais simplement répéter ce chiffre parce que, je veux dire 350 000 personnes. À titre de comparaison, cela représente plus de 23 fois le nombre de morts que l'URSS a connu en Afghanistan. Et cela n'inclut même pas les mercenaires étrangers, ni ceux qui sont morts en combattant pour les soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Un rapport récent du Center for Strategic and International Studies souligne que de telles pertes sont inédites pour une grande puissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela soulève donc une question essentielle, n'est-ce pas ? Combien de temps la Russie peut-elle continuer à encaisser de telles pertes vertigineuses ? Coûts élevés et gains faibles. Le Financial Times a récemment cité 2 responsables anonymes proches de Poutine, affirmant que le président russe est obsédé par la conquête du reste du Donbass à l'Ukraine. D'après ces sources, le haut commandement russe l'avait assuré que cela serait possible d'ici l'automne. Selon un responsable interrogé, « J'ai tenté de le convaincre de figer les lignes de front actuelles, mais il répète toujours « Non, je ne peux pas céder là-dessus ». Fin de citation. Avec toute la folie au Moyen-Orient cette année, il est difficile d'exagérer à quel point ce scénario paraît improbable à ceux qui ne l'ont pas suivi de près. Les forces russes avancent moins par centimètre que par millimètre. D'après un décompte utilisant les données de l'Institute for the Study of War, les forces de Moscou n'ont capturé que 220 km² depuis le début de l'année, tandis que l'Ukraine en a repris environ 189 km². Pour mettre ces chiffres en perspective, 220 km², c'est légèrement plus petit que l'île de Nantucket, et le coût pour prendre ce terrain a été énorme. Selon une estimation, 316 soldats russes ont été tués ou grièvement blessés pour chaque kilomètre carré de terrain conquis dans le Donbass cette année. S'adressant à Sean Hannity en route vers la Chine, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les Russes perdent chaque mois 15 000 à 20 000 soldats. Pas blessés, morts. C'est une sale guerre. Maintenant, il faut noter ici que de sérieuses réserves s'imposent. Bien que la quantité de territoire conquis puisse servir de raccourci utile pour comprendre l'évolution d'une guerre, cela ne nous indique pas en soi la véritable situation. Si tel était le cas, toute étude de l'offensive allemande du printemps 1918 conclurait que l'Allemagne allait gagner la Première Guerre mondiale. Alerte spoiler historique majeur, gagner des guerres n'est pas vraiment le point fort de l'Allemagne. C'est un exemple volontairement absurde, mais cela devrait nous apprendre quelque chose d'assez important. Ce n'est pas parce qu'un camp avance sur le terrain à un rythme inhabituellement lent ou rapide que l'on peut prédire l'issue d'une guerre simplement en se basant sur ce critère. Concernant les avancées russes, il faut être clair, le rythme pourrait encore s'accélérer. Avec l'arrivée de l'été et l'épaississement du feuillage, il devient plus difficile pour les opérateurs de drones ukrainiens de repérer les mouvements ennemis. Cependant, le rythme lent des avancées russes n'est pas la seule cause du récent changement d'ambiance sur la guerre. Comme mentionné en introduction, les pertes des forces de Moscou augmentent fortement. À l'anniversaire de l'invasion plus tôt cette année, The Economist a publié sa propre modélisation des pertes russes, suggérant qu'autant de soldats étaient morts entre février 2025 et février 2026 que durant les 3 premières années de la guerre réunie. D'autres estimations suggèrent qu'autant qu'un millier de soldats russes sont retirés du front chaque jour. Cette estimation inclut les morts, les blessés et les capturés. Cela importe car la plupart des analystes estiment que c'est contraire à la tendance observée en Ukraine. Pour Kyiv, les premiers mois de la guerre et la contre-offensive ratée de 2023 furent les plus catastrophiques en pertes, causant un nombre de morts total inférieur à celui de la Russie, mais supérieur en pourcentage de population.
Alors que l'analyse du CSIS suggère qu'un homme russe sur 25 âgé de 18 à 49 ans a été tué ou blessé dans cette guerre, un chiffre stupéfiant d'un homme ukrainien sur 16 dans la même tranche d'âge a subi ce sort. L'essentiel est que les pertes ukrainiennes baissent nettement, tandis que celles de la Russie augmentent fortement. Notre tâche aujourd'hui est de comprendre pourquoi c'est ainsi, et ce que cela implique pour l'évolution du conflit. Nous analyserons dans un instant, mais faisons d'abord une pause pour présenter notre nouveau site pour abonnés. Front.co est notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici sur la chaîne principale, un endroit où nous pouvons approfondir et aller encore plus loin que ce que nous faisons habituellement sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et sujets géopolitiques importants pour vous. Récemment, nous avons publié 2 articles d'un ancien commandant de drones ukrainien, l'un sur la menace russe pour l'OTAN, l'autre sur la manière dont Kiev aurait pu inverser la tendance à Avdiivka en 2024. Nous avons publié une vidéo anniversaire sur la façon dont la Russie se détruit pour détruire l'Ukraine. Nous ne couvrons pas seulement l'Ukraine. De nombreux articles concernent l'Iran, le Soudan, la crise du Groenland, ainsi que des conflits mineurs souvent ignorés ailleurs. Un abonnement ne coûte que 5 $ par mois ou 50 $ par an. Encore une fois, c'est front.co, juste ici sur ce panneau néon. Allez jeter un œil. Et maintenant, revenons à ces statistiques de pertes russes. Donc, sur le champ de bataille moderne, une règle générale veut que pour 3 soldats blessés, 1 est tué. Maintenant, c'est une règle approximative, et évidemment, elle ne s'applique pas dans toutes les circonstances. Si vous combattez pour une armée très compétente, dotée de capacités d'évacuation et de moyens médicaux avancés, vos chances seront encore meilleures. Un rapide examen des pertes américaines en Irak indique un ratio de 7 blessés pour 1 mort. Toutefois, le ratio de 3 pour 1 reste généralement un bon indicateur pour prévoir les pertes. C'est pourquoi les récentes estimations des renseignements ukrainiens sont si choquantes. Après des années où la tactique de broyeuse à viande causait 2 blessés russes pour 1 mort, la tendance semble maintenant inversée. Selon les données ukrainiennes, parmi les forces russes, je cite, « Sur 100%, des pertes 62%, sont tués 38%, sont blessés. » Cela signifierait qu'actuellement, pour environ un soldat russe blessé, 2 meurent. Selon le Kyiv Independent, ce serait l'un des taux tués blessés les plus meurtriers de la guerre moderne. Maintenant, la tentation ici, bien sûr, est de balayer cela d'un revers de main comme étant de la propagande ukrainienne. Après tout, les raisons pour Kyiv d'exagérer les pertes russes sont extrêmement évidentes. Il y a de bonnes raisons de penser que quelque chose d'horrible se passe sur les champs de bataille d'Ukraine. Qu'après une longue ère moderne durant laquelle les guerres, dans l'ensemble, sont devenues moins meurtrières, cette tendance pourrait commencer à s'inverser. Et cela se résume essentiellement à une seule raison, les drones. Les lignes de front sont désormais tellement saturées de petits drones en vue subjective, ou FPV, qu'atteindre et quitter le point de contact est devenu une épreuve grotesque et interminable. Selon l'endroit, toute personne s'approchant du front peut devoir passer entre les 5 et les 25 derniers kilomètres à être traquée par des drones. Cela inclut les équipes d'évacuation médicale. Sortir les blessés sous le feu a toujours été dangereux et difficile, mais c'est maintenant presque impossible. Aujourd'hui, des soldats blessés peuvent rester bloqués des heures, réduisant ainsi leurs chances de survie. S'adressant au Kyiv Independent, le professeur d'études stratégiques et directeur de l'école des relations internationales de l'université de St Andrews, Philip O'Brien, a déclaré à propos du ratio inversé de tués à blessés, je cite, « Cela ne me semble pas invraisemblable en raison de la précision des drones en vue subjective FPV et du fait que le champ de bataille rend effectivement très difficile l'évacuation des soldats blessés. » Les Ukrainiens font aussi face à ce problème, mais il est moins grave pour diverses raisons. Les Ukrainiens ont de nouveau pris de l'avance dans la course aux drones et utilisent des véhicules terrestres sans pilote pour évacuer leurs blessés. Un autre facteur est que l'Ukraine est actuellement la force défensive, et dans un affrontement entre pairs ou quasi-pairs, on s'attend généralement à ce que les attaquants, en l'occurrence les Russes, subissent plus de pertes. Le Kremlin pourrait simplement accorder moins d'importance à la vie de ses soldats. Il existe désormais d'innombrables récits à travers cette guerre d'officiers russes utilisant leurs hommes comme chair à canon ou ne procédant pas à l'évacuation des blessés en raison d'une totale indifférence. Adoptez cette attitude dans un monde où les drones rendent l'évacuation presque impossible, et vous comprenez pourquoi tant de soldats blessés, pourtant sauvables, meurent en se vidant de leur sang dans un champ du Donbass. Au-delà des drones, il faut aussi compter avec les nouvelles fortifications ukrainiennes. Après plusieurs années durant lesquelles l'incompétence et la corruption faisaient que certaines parties du front étaient à peine protégées, Kyiv semble enfin avoir remis de l'ordre dans ses affaires.
L'analyste Clément Molland a écrit au sujet de zones comportant, je cite, entre 2 et 5 lignes de défense derrière les lignes de front, à l'est, ainsi que des champs jonchés de barbelés qui rendent toute avancée presque impossible. Essentiellement, les Russes vivent de maintenant ce que les Ukrainiens ont connu lors de leur offensive ratée contre les lignes de Sourjalkane pendant la contre-offensive de 2023, avec en plus le cauchemar supplémentaire d'être traqués par des drones pendant qu'ils avancent. Et tout cela correspond à l'objectif déclaré de l'Ukraine pour 2026 qui est d'éliminer chaque mois plus de soldats que les Russes ne peuvent en recruter. Après des années durant lesquelles Moscou pouvait compter sur l'arrivée de 30 à 35 000 nouvelles recrues, chaque mois le recrutement est tombé à entre 24 et 30 000. Simultanément, les pertes mensuelles totales, tués, blessés et capturés inclus, ont atteint environ 35 000, ou pour citer à nouveau le vice-roi du Venezuela, Marco Rubio, les Russes perdent 5 fois plus de soldats par mois que les Ukrainiens, alors que l'Ukraine est un pays plus petit et dispose d'une armée plus réduite d'ailleurs. Il faut noter que ce ratio ne signifie pas que les forces du Kremlin sont près de s'effondrer. Tout au long de l'histoire moderne, les grandes offensives ont toujours entraîné une forte augmentation des pertes, même si l'attaquant finit par l'emporter. Mais c'est lorsque nous commençons à combiner les facteurs que nous commençons à voir la source du récent changement de climat autour de la guerre. La Russie avance si lentement qu'appeler cela une allure d'escargot offenserait les mollusques. Ce n'est pas seulement que les forces du Kremlin voient de leurs pertes fortement augmenter pour de maigres gains territoriaux. Cela survient alors que l'Ukraine a repris l'avantage dans la course aux drones et que la popularité de Poutine, au plus bas en temps de guerre, suggère qu'il hésitera à ordonner une deuxième mobilisation. Cela arrive alors que des drones ukrainiens longue portée franchissent les défenses aériennes près de Moscou et que l'économie russe s'assombrit. Pas catastrophique en soi, mais certainement en pleine morosité. Pris ensemble, tous ces facteurs suggèrent que l'objectif de prendre l'ensemble du Donbass d'ici l'automne est peut-être extrêmement optimiste. Même si la Russie pourrait avancer lors de l'offensive estivale, ces progrès pourraient tant se décevoir le Kremlin. Nous ne voulons toutefois pas paraître trop triomphalistes. Lawrence Friedman a récemment noté sur son Substack qu'en Russie, les problèmes s'accumulent, mais l'Ukraine rencontre aussi de grandes difficultés. Le problème principal est que Kiev peine à recruter assez de soldats, rendant la ligne de front poreuse et surtout surveillée par des drones. Bien que ces drones fassent un excellent travail pour compliquer les avancées russes, le manque d'hommes signifie que l'Ukraine est incapable de profiter des faiblesses russes et de lancer autre chose que des contre-attaques extrêmement localisées. Ajoutez à cela le ressentiment envers un haut commandement jugé déconnecté, trop focalisé sur la défense à tout prix, ce qui explique les récents rapports d'autres médias sur la démission d'officiers compétents de l'armée ukrainienne par frustration. S'y ajoute la course technologique constante. En 2022, Fondsivaliar, Site 2023, peu prévoyait que les drones FPV remplaceraient l'artillerie en première ligne ou que les drones navals permettraient à l'Ukraine, sans marine, de revendiquer la victoire sur la flotte russe de la mer Noire. La Russie maîtrise aussi les drones. Moscou a parfois eu l'avantage technologique sur l'Ukraine durant la guerre. Le fait que les Ukrainiens aient repris l'avantage n'empêche pas une possible inversion des positions à l'automne. Il ne faut jamais exclure qu'une percée réduise fortement la menace des drones. Cependant, même avec toutes ces réserves, il y a des raisons de croire que les forces de Moscou pourraient atteindre un point de rendement décroissant. La principale raison est celle avec laquelle nous avons commencé l'épisode d'aujourd'hui. Le fait que les morts au combat russe dans cette guerre, pas seulement les pertes, mais les décès réels, ont maintenant atteint des chiffres qui pourraient bien être intenables. Avant de commencer toute discussion sur les pertes globales russes, il est important de noter que le chiffre réel total est inconnu partout en dehors du Kremlin. Moscou n'a publié des chiffres sur ses pertes qu'une seule fois, il y a bien longtemps en 2022, et même à ce moment-là, le nombre était ridiculement bas. Donc toute tentative d'estimer le nombre réel de morts russes dans ce conflit va impliquer une modélisation statistique, une fourchette de chiffres et quelques estimations potentiellement audacieuses. Cela dit, il existe une source qui fournit des chiffres précis. Pas pour le total global, mais pour un strict minimum de référence. Voici la liste nominative. Projet commun du média russe, indépendant, Mediazone et de la BBC, la liste nominative recense simplement tous les décès russes confirmés dans les combats à ce jour. En utilisant des éléments comme des avis de décès, des photos de pierres tombales et des rapports dans les bulletins régionaux, elle vise à établir une base minimale du nombre de Russes morts. Il n'y a ici aucun modèle statistique, aucune estimation. Pour qu'un nom soit inclus, il faut être certain qu'il s'agit d'une vraie personne morte en combattant en Ukraine. Mediazone met à jour la liste toutes les 2 semaines, et au moment où j'écris ces lignes, elle s'élevait à 217 808.
Cela fait près de 220 000 morts pas morts ou blessés. Morts. Et cela n'inclut que les citoyens russes morts pendant la guerre. Ce chiffre n'inclut pas les mercenaires étrangers, soldats nord-coréens et combattants des républiques populaires de Donetsk et Louhansk. Ainsi, tous les membres du projet estiment que ce chiffre est largement sous-évalué. Mais même si c'était le chiffre total, plus de 217 000 morts pour une grande puissance à l'ère moderne, c'est complètement dingue. Pour donner un peu de perspective, les morts américains au Vietnam, qu'ils soient tués au combat, par accident ou maladie, s'élèvent à 58 220. Cela signifie qu'au strict minimum, la Russie a perdu plus de 3,5 fois plus d'hommes en Ukraine que les États-Unis n'en ont perdu pendant toute la guerre du Vietnam. Ou pour le dire autrement, le total officiel combiné de tous les morts américains au Vietnam, en Corée et pendant la Première Guerre mondiale est de 211 310, ce qui reste inférieur au nombre total de morts russes au cours de ces 4 dernières années. Et ceci n'est que le strict minimum, en utilisant la liste qu'absolument tout le monde reconnaît comme probablement sous-estimée. Pour se rapprocher du véritable bilan, nous pouvons nous tourner vers un autre projet de Mediazona, celui-ci mené en collaboration avec Medusa, le décompte du registre des successions. En Russie, la loi impose que les dossiers de succession soient accessibles au public dans une base de données. L'équipe de Mediazona a ainsi pu croiser le registre avec la liste nominative et créer un modèle statistique qui, selon eux, calcule la probabilité d'inclusion pour chaque groupe d'âge et social. Plus de détails sur le modèle sont disponibles sur leur site web, pour ceux qui veulent comprendre son fonctionnement. Dans cette vidéo, nous allons juste nous concentrer sur le chiffre principal. Dans leur dernière mise à jour, l'équipe a affirmé qu'entre le début de l'invasion à grande échelle et la fin de 2025 environ, 352 000 soldats russes étaient morts. Encore une fois, ce chiffre n'inclut pas les combattants étrangers, ni ceux des régions séparatistes d'Ukraine, et il n'inclut pas non plus les 5 premiers mois de 2026, une période, comme nous l'avons déjà mentionné, où les pertes russes ont fortement augmenté. Pourtant, même avec ces réserves, cela reste un chiffre stupéfiant. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines ont subi 405 399 pertes humaines. Si nous supposons que la fourchette de Rubio de 15 000 à 20 000 nouveaux morts par mois est exacte et que le chiffre de 352 000 Russes morts au 31 décembre 2025 est également exact, eh bien, cela suggérerait que les morts parmi les forces de Moscou en Ukraine dépassent maintenant le total des pertes américaines pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Réfléchissez à cela. Le débarquement du jour J, la bataille des Ardennes, Okinawa, Iwo Jima, le bombardement de Pearl Harbor, ainsi que les innombrables vies américaines perdues lors de batailles mineures et de naufrages aujourd'hui méconnus. Tous ces moments emblématiques et sanglants ne représenteraient toujours pas autant de pertes humaines que celles subies par la Russie en Ukraine depuis 2022. Et pourquoi ? Ces 400 000 Américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale pouvaient au moins partir dans l'au-delà en ayant contribué à de grandes victoires, au démantèlement du projet nazi en Europe et à la défaite du Japon impérial en Asie. Les Russes morts dans la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine ont, en comparaison, servi à quoi ? À la fin de 2022, Moscou contrôlait un peu moins de 20% du territoire ukrainien, y compris la Crimée. À la mi-mai 2026, la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien. Cependant, les autres objectifs de Vladimir Poutine ne sont pas atteints. Des zones du Donbass restent aux mains de l'Ukraine. L'OTAN ne s'est pas retirée, elle s'est même élargie. Le gouvernement à Kiev est inchangé. La Russie dépend maintenant économiquement de la Chine. Maintenant, même si les plus grands partisans du Kremlin essaieront sans aucun doute, il est vraiment difficile de construire un argument sérieux à partir de tout cela qui suggère que la Russie est en train de gagner. N'est-ce pas ? Maintenant, pour être clair, cela ne veut pas dire non plus que l'Ukraine est en train de gagner. Une victoire totale de l'Ukraine impliquerait de reprendre les terres conquises depuis le début de l'invasion à grande échelle, une possibilité qui semble actuellement très éloignée. Mais étant donné la crainte en février 2022 que Kiev tombe en quelques jours ou semaines, le fait que l'Ukraine tienne toujours debout 4 ans plus tard, avec la majeure partie de son territoire intact, peut au moins être considéré comme une forme de victoire. Maintenant, bien sûr, la question est de savoir ce qui se passera lorsque le Kremlin réalisera enfin que la victoire est probablement impossible. Honnêtement, c'est difficile à dire. On peut imaginer un scénario où les conditions estivales permettent au rythme des avancées russes de s'accélérer. Peu, mais assez pour conforter Poutine dans l'idée que la guerre est gagnable s'il persiste. Attendez-vous alors à ce que la situation reste bloquée pour un avenir prévisible. De même, on peut imaginer un scénario où l'augmentation des morts et la chute des recrutements montrent que l'offensive russe s'essouffle sans accomplir grand-chose.
Si nous arrivons à la fin de 2026 avec des parties du Donbass toujours aux mains des Ukrainiens, il faut espérer que même le vampire du Kremlin pourrait être convaincu de jeter l'éponge. Et puis, il y a les possibilités moins probables, mais plus spectaculaires. Du côté positif, le consensus politique en Russie pourrait s'effondrer lentement, puis soudainement, entraînant un changement dans les objectifs de Moscou. Du côté négatif, un Vladimir Poutine désespéré pourrait faire ce qu'il a toujours fait lorsqu'il est acculé, faire monter les enchères, peut-être même en lançant une attaque contre un pays membre de l'OTAN. Tout cela revient à dire, de façon compliquée, que nous ne savons pas. Nous savons seulement qu'après coup, tout semblera évident, résultat inévitable de forces actuellement invisibles ou difficiles à percevoir dans le brouillard de la guerre. Quelle que soit la possibilité qui se réalise, sachez ceci. Actuellement, la guerre tourne contre la Russie. Bénéficiant d'un avantage écrasant en main-d'œuvre, le Kremlin a choisi de le gaspiller en envoyant ses fils et ses frères mourir inutilement dans un champ en Ukraine. Les sociétés autoritaires supportent de nombreuses difficultés, parfois plus que les démocraties, mais pas une souffrance infinie. Si Vladimir Poutine ne change pas rapidement de stratégie, l'augmentation des morts en Ukraine pourrait avoir raison de son néo-empire, comme les cercueils d'Afghanistan l'avaient fait à l'Union soviétique. Merci de votre attention.